Bienvenue sur EventCheck, le podcast où l'on parle groupe et événementiel. Ensemble, nous partons à la rencontre de personnalités de notre secteur qui nous racontent leur parcours, mais surtout leur savoir-faire et leur vision. Je vous propose, grâce à notre conversation, de booster vos connaissances et inspirations sur notre métier aux mille et une facettes. Je suis Clémence Ferraud, CEO de BookingCheck et votre hôte sur ce podcast. Merci d'être là avec nous aujourd'hui et d'écouter ce podcast. Si vous aimez ce que vous entendez, j'ai une petite demande à vous faire. Pourriez-vous prendre un instant pour donner une note de 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast? Votre soutien fait une énorme différence et aide ce podcast à être découvert par d'autres personnes. Cela me permet également de continuer à créer du contenu que vous aimez. Et pour ceux qui sont de véritables fans, n'hésitez pas à laisser un petit mot avec vos étoiles. Votre feedback est précieux et me motive à m'améliorer constamment. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour un nouvel épisode. Bonjour à tous et bienvenue sur EventCheck. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Louis Delabarthe qui va venir nous parler de Savor. Savor, c'est une solution contre le gaspillage alimentaire spécialisée dans l'événementiel et la restauration collective. Il travaille par exemple avec Le Nôtre, avec l'agence Hopscotch, avec aussi Château Forme. Que de belles références et aujourd'hui, Louis va venir nous expliquer tous les coulisses de cette belle entreprise. Comment ça va, Louis ? Salut Clémence, écoute, ça va très bien, merci de me recevoir, je suis ravi d'être là. Moi, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui. Du coup, pour commencer, est-ce que tu nous fais un petit topo de ton parcours avant d'arriver à la genèse de Savor? Parce que toi, tu es un pur produit d'hôtellerie-restauration, non? Ouais, exactement. Moi, j'ai fait l'école hôtelière, j'ai fait l'école Vatel à Paris. Oui. Dont je suis sorti en 2013. Donc voilà, donc j'étais passionné de cuisine, passionné d'hôtellerie. Et après cette école hôtelière, je suis parti à Hong Kong pour faire mes premières armes dans la restauration, où j'étais manager de crêperie. Donc voilà, il a fallu que je traverse la planète pour aller faire des crêpes à l'autre bout du monde. Parce que tu es originaire de Bretagne ou pas du tout? Non, j'ai un attachement. Non. Je suis un faux breton. C'est-à-dire que je suis un Parisien qui va en Bretagne en vacances. Mais je suis pas un vrai breton. Je voulais pas fâcher les Bretons. Et donc voilà. Donc je suis parti après l'école hôtelière à Hong Kong. J'ai travaillé pendant quelques mois donc dans ces crêperies. Et après, je me suis lancé donc dans une première aventure entrepreneuriale dans l'import-export de bière artisanale. Première expérience entrepreneuriale? J'ai 23 ans. Ah oui, donc ça commence tôt pour toi. Hein. Ouais, je suis vite tombé dans la marmite. Et même avant ça, si tu veux, au lycée, j'avais déjà monté des business. On organisait des soirées, on vendait des clopes. Enfin voilà, c'était un peu. Voilà, j'ai toujours aimé faire ça. Top. Donc première aventure import-export de bière. Ouais. Donc t'es toujours à Hong Kong. Ouais, exactement. Et à ce moment-là, on importe la bière La Parisienne et la bière Gallia. Voilà, que je revends en fait à mes copains restaurateurs et hôteliers à Hong Kong et à Macao. On a beaucoup travaillé aussi avec les casinos à Macao. Donc voilà, donc j'ai fait ça pendant 2 ans. Puis après ça, j'avais un peu fait le tour de Hong Kong. Bon, voilà, la boîte s'était bien développée, mais c'était pas non plus le succès absolu. Et donc j'ai revendu mes parts à mon associé. Et donc je suis rentré à Paris. Voilà, pour à nouveau travailler avec Gallia, la bière Gallia. Voilà, je me suis occupé pendant plusieurs mois de toute la branche commerciale, enfin de tout le département commercial chez Gallia, juste avant qu'il soit racheté, enfin en tout cas partiellement racheté par Heineken. Voilà. Donc voilà, ça dure pendant quelques mois et puis après je sens que l'envie d'entreprendre me titille à nouveau. C'est reparti pour un tour. Ouais, et c'est reparti pour un tour. Je sens que simplement l'école hôtelière, c'est un bagage qui est un petit peu faible pour se relancer dans une aventure entrepreneuriale. J'ai envie de consolider tout ça avec autre chose, avec une autre formation. Et là, je vais à l'ESSEC. Je fais le master central ESSEC entrepreneur qui dure 1 an. Donc tu fais pas le fameux IMI. Non, exactement. Non. Ouais, c'est pour ça que je dénote un peu des anciens camarades.
Non, parce que je sentais que le vernis hôtellerie, restauration, je l'avais déjà. Moi, je voulais vraiment une formation business. Ouais, exactement. Et a fortiori une formation entrepreneuriale. Donc voilà, avec l'avantage de ce programme, c'est que en fait, tu travailles pendant toute l'année à imaginer, développer, penser ton business. Et puis si à la fin de l'année il est bon, et ben tu l'amorces et puis c'est parti quoi. C'est hyper concret. Ouais. C'est hyper concret, c'est ce qui m'a plu. Et donc c'est là que j'ai rencontré mon associé dans le cadre de ce programme, que j'ai rencontré mon associé Éloi, qui lui, pour le coup, a une formation ingénieur pur sucre, et qui est donc software engineer quoi. Et on se retrouve au début, c'est marrant, au début on en reparle souvent, au début on n'est pas forcément très copains. C'est marrant. Moi, moi je le vois comme l'ingénieur de base et lui probablement me voit comme un peu le vendeur de tapis. Le business guy de base. Exactement. Souvent, il y a une guéguerre entre, on va dire, HEC et Centrale, quoi. Ouais, exactement. Ou ESSEC et Centrale. Ouais. Ok, donc vous êtes dans ce petit cliché-là. Exactement. Mais figure-toi qu'on finit par réussir à s'en défaire. Et je sais pas trop pourquoi, on finit par travailler ensemble dans le cadre d'un programme de groupe, quoi, un travail de groupe. Et on s'entend très bien. Et surtout très vite, on se rend compte qu'on est très complémentaires. Lui, encore une fois, ingénieur, moi, expérience plus business. Et qu'on a des goûts en commun, c'est-à-dire que globalement, on aime la bouffe, on aime les bonnes choses, on aime les belles choses. On est assez esthètes tous les deux. Et ce qui fait que ça fait des conversations sympas au bar le soir. Voilà, on s'entend bien. On devient assez vite copains. Ouais. Exactement. Et tout ça s'est concrétisé quand on part à San Francisco en voyage d'études avec les SEC. À ce moment-là, nous, on avait réfléchi à un projet un peu bancal, un projet entrepreneurial un peu bancal. Bon, on s'était dit, on avait pris rendez-vous quand même avec des fonds de VC aux États-Unis. On leur avait pitché l'idée. Et au bout de 10 minutes, les mecs nous avaient dit, bon, écoutez, vous êtes gentils, les Froggies, mais nous, on fait ça beaucoup mieux que vous et pour beaucoup moins cher. Donc, votre idée, bon, elle est nulle, quoi. Donc, on était ressortis de ce rendez-vous un peu abattu. Et par contre, quelques jours après, toujours à San Francisco, on rencontre un leader d'opinion, disons, de l'écologie dans la Silicon Valley, et qui nous présente toutes les boîtes qui existent dans la Silicon Valley et qui allient technologie et écologie. Et il nous parle d'une entreprise qui s'appelle Copia, C-O-P-I-A, et qui utilise la technologie pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Et là, il y a un espèce de déclic, une espèce d'évidence où, bon, d'abord, c'est un projet qui a du sens, et quand même, on en avait marre de réfléchir à des projets qui avaient pas beaucoup de sens. Là, c'était évident que le sens est très net, et à la fois, ça conjuguait très bien l'expertise d'Éloi sur le logiciel, sur la partie très tech, et mon expérience dans le monde de la restauration et dans les problématiques de l'événementiel. Voilà. Et d'ailleurs, à l'époque, on n'était pas du tout spécialisé dans l'événementiel, c'était la restauration au sens large. Donc, on n'a pas toujours cette finesse au début, quoi. Exactement. C'est un peu, le chemin se fait au fur et à mesure. Ok. Ouais, tout à fait. Donc ça, on est en quelle année quand tu rencontres ce leader d'opinion? Ah non, le voyage à San Francisco, il s'est fait en 2019. Ouais. Ok. Ouais, il s'est fait en 2019. Okay. On revient avec ce projet sous le bras en France. Ah, donc c'est vraiment vous découvrez cette boîte et là c'est tout de suite ça part sur on va faire ça en France. Ouais, enfin moi j'ai souvenir, on a ce rendez-vous avec ce leader d'opinion à San Francisco. Le soir, moi je rentre à l'auberge de jeunesse et je suis déjà sur l'ordinateur de l'auberge de jeunesse, le vieux PC, à essayer à taper tous les mots-clés possibles et imaginables sur Google pour voir ce qui se fait en France, ce qui existe, ce que dit la loi, etc. Voilà, et du coup, avec quand même la certitude que tu vois une opportunité de marché.
j'imagine une opportunité de marché. J'imagine une opportunité de marché assez vite. Je me rends compte qu'il y a quelques acteurs qui existent, mais que c'est le début de l'histoire et qu'il y a probablement de la place pour d'autres boîtes. Un peu plus. Ouais, exactement. Ok. Exactement. Ce qui est même plutôt rassurant. Ça veut dire que s'il y en a, il y a un intérêt aussi. Exactement. Ouais, on n'était pas les pionniers. C'est pas toujours facile d'être le pionnier. Ouais, ce qui aurait été beaucoup plus dur. C'est clair. Super. Et donc tout de suite, Savor naît quand? Et Savor naît, alors voilà, exactement, naît officiellement parce que il y a quand même eu un accouchement un peu plus long, mais en tout cas voilà, naît officiellement en décembre 2019. Ah, donc ça va assez vite. Ouais. C'est la même année. Ça va assez vite. Ouais, tout à fait. Ouais, ça va assez vite parce qu'encore une fois, on était tellement conditionnés à sortir un projet dans le cadre de ce programme à l'ESSEC que voilà, on avait tout entre les dents, on avait quand même, on avait la bonne méthodologie, on était super bien accompagnés, voilà, notamment par Jean-Christophe Gallouin qui est le responsable du master, qui nous a énormément épaulé et coaché sur ce projet et qui continue à le faire d'ailleurs. Et donc très vite, on arrive avec un MVP, voilà, un minimum viable product. Alors, pour ceux qui ne sont pas dans la French Tech, pardon. C'est en gros un genre de business plan qui permet d'avoir un peu une projection sur ce que ça va être, ce qu'on va faire, combien ça va coûter. Enfin, tu complètes si tu trouves que je ne dis pas tout, mais voilà, c'est un petit plan d'action quoi du business. Ouais. Un petit plan d'action et puis un petit produit quoi qui nous permet de faire ce qu'on veut faire, mais à une échelle. Une version très simple du produit. Exactement. Parce que parce qu'après Louis va nous expliquer Savor, mais il y a un aspect tech dans cette boîte. Il y a un produit, il y a un logiciel. Enfin voilà, on va en parler, mais ça n'est pas que du terrain. Voilà, il y a un aspect technologie. Voilà, c'est pour ça qu'il y a un petit produit dans le MVP. Ouais, exactement. Et très vite, on a eu la certitude que, alors je pense comme beaucoup d'entrepreneurs de notre âge, en fait, de notre génération, mais que la tech jouerait un rôle important, tu vois, dans la mission qu'on allait mener, et que c'est pour partie la tech qui allait nous permettre de faire ce qu'on fait mieux que les concurrents. Ça c'est très vite. Ça pour vous, ça allait être votre comment ça s'appelle, votre en tout cas un élément différenciant. Voilà, c'est ça, un de vos avantages peut-être concurrentiels de bien utiliser la tech. Ouais, exactement. Okay. Et je pense qu'en ça, on a été assez inspiré par justement cette boîte américaine qui s'appelle Copia, dont la baseline, le motto, était Food Recovery Powered by Technology. Et donc voilà, ça nous a vraiment inspiré dans cette dynamique-là. Alors je vais faire comme dans certaines émissions, je vais faire mon Michel Drucker, je vais traduire. Donc en gros, on récupère de la nourriture grâce au pouvoir de la technologie. Voilà. Ouais, donc, exactement. On est inclusif ici, pas besoin de parler anglais. Ne vous inquiétez pas, restez parmi nous. Non, mais t'inquiète pas. Aucun souci. Ok, donc ça vous avait vraiment inspiré. Ouais. Donc vous partez aussi sur cette idée de la tech, ça va être un élément différenciant important. Exactement. Donc on en est à ce stade du MVP, du business plan et d'une première version du produit assez simple. Ouais, exactement. On commence à avoir quelques clients, alors un petit peu dans le monde du retail, donc notamment une chaîne de boulangerie. Parce qu'à l'époque, en fait, on veut lutter contre le gaspillage alimentaire, mais tous segments confondus, on n'a pas tellement analysé. On fait feu de tout bois et on voit ce qui marche le mieux. Tout à fait. Donc on va vers la restoco, on va vers l'événementiel, on va vers le retail, vers le commerce de bouche. On a même réfléchi à un moment aux particuliers. Donc voilà, on teste un petit peu tout ça. Franchement, rien de très concluant à ce moment-là. Peut-être que qu'est-ce qui fait que c'est pas concluant selon toi avec le recul aujourd'hui? Parce que je pense qu'on opérait assez mal, c'est-à-dire que notre métier finalement
Donc alors pour que les auditeurs comprennent bien, mais ce que fait Saver, c'est qu'on vient collecter les excédents alimentaires à un endroit A pour les livrer à une association du quartier pour que ça soit redistribué aux gens de la rue. Mais on a beaucoup parlé de tech là depuis le début de ces entretiens, mais en fait notre métier finalement c'est quand même beaucoup de la logistique et logistique qu'on gérait assez mal. On avait des prestataires qui n'étaient pas forcément très fiables. Bon, voilà, c'était un peu de la débrouille. Au début, même d'ailleurs, c'était nous qui faisions les collectes avec Eloi. On avait acheté des sacs à dos Deliveroo, un abonnement Vélib, et on faisait les collectes. Ouais, c'était parti. On en faisait même en métro. On en faisait avec la bagnole de mes parents. Enfin bref, c'était un peu sport au début et pas tout à fait dans les normes, mais ça fonctionnait. Ouais, mais il fallait commencer aussi de toute façon. Hein. C'est un peu comme souvent dans l'entrepreneuriat, on démarre et puis on s'améliore. Complètement. Et on n'avait pas d'argent, on avait mis 500 € chacun dans la boîte. Bon, c'est pas mal. Nous on a fait beaucoup moins. C'est vrai. C'est beaucoup plus que nous. Ouais, c'est 500 fois plus. D'accord. Oui, d'accord. Mais bon, en tout cas, c'était pas beaucoup pour une activité logistique. Comme quoi, ça rassure tout le monde. Parfois, c'est aussi une question d'y croire et d'y passer du temps. Les moyens, c'est vrai que ça enlève un poids, mais ça ne fait pas tout. C'est pour ceux qui nous écoutent et qui démarrent. Tout à fait. Ok. Et en parallèle, est-ce que, comme tu me parlais de MVP, alors ça, c'est pour ça que je disais, c'est des termes très start-up, French Tech, etc. Parce que souvent, on fait ce genre de documents aussi quand on va rencontrer des fonds, des business angels et qu'on cherche à être financé. Est-ce que c'était aussi en parallèle quelque chose que vous souhaitiez faire ou vous vouliez être totalement autonome? À ce stade, c'est quelque chose qu'on avait en tête. On voulait, et d'ailleurs, je pense qu'on avait un peu le biais justement de la Startup Nation où il fallait absolument lever de l'argent pour devenir quelqu'un, enfin pour que la boîte soit gagne une forme d'assise auprès de son public. On commençait à discuter avec des fonds. Les chiffres n'étaient pas suffisamment bons pour qu'on puisse lever, en tout cas pas dans des bonnes conditions. Donc on s'est dit, on décale. Vaut mieux pas que mal. Ouais, exactement. Vaut mieux pas que mal. Et mais on a quand même récupéré un petit peu d'argent, notamment des prêts d'honneur auprès de PIE et auprès de Wilco. Voilà, donc on avait récupéré quand même un petit peu d'argent pour amorcer en fait le début de la structuration, quoi. Donc un produit un petit peu plus robuste, le recrutement de quelques stagiaires, le fait de prendre des bureaux, bon voilà. D'amorcer vraiment le début, quoi. Ouais. L'abonnement à Paylib. Exactement. Ce genre de choses. Ce genre de choses. Et là, patatras, on se retrouve en mars 2020 et on se retrouve tous confinés. Voilà, par cette histoire de Covid. Et donc en fait, le secteur de l'événementiel, c'est probablement le secteur qui a été touché en premier, et c'est le secteur qui s'est remis en dernier. Oui, mais ça a été long. Absolument, il n'était pas question que les gens se retrouvent, quoi. Enfin, en tout cas, oui, c'était vraiment, ça fait partie des choses dangereuses, oui. Ouais, exactement. Pas en physique et encore moins pour partager un repas. Bon, et comme nous on récupère de l'alimentaire, on dire qu'on a été mis au chômage technique pendant un petit bout de temps. Donc ça a été franchement une longue traversée du désert. Vous êtes dans quel état d'esprit à ce moment-là, quand le coup près tombe? Parce qu'alors vraiment c'est une question aussi, c'est du vécu de mon côté, et je trouve ça toujours intéressant. Vous êtes dans quel état d'esprit? Et tout de suite, est-ce que vous savez que vous vous dites on tient et on reprendra un jour, ou vous dites que ça va passer, ou vous êtes vraiment dans le brouillard total? C'est quoi un peu votre vision en avril? C'est parce qu'on savait pas ce qui allait nous tomber dessus qu'on a tenu. C'est-à-dire que je pense que si on nous avait dit bon écoutez les gars, pendant 2 ans c'est rideau, à ce moment-là je pense qu'on se serait dit bon on n'a pas 2 ans à perdre, donc on change. On change de projet et on repart sur autre chose. Donc c'est l'ignorance finalement du timing.
qui Complètement. vous a fait. Et vous faites comment? Parce que j'imagine qu'il y a plus de clients, il y a plus de revenus, que vous avez peut-être dépensé ce que vous aviez eu sur les petits financements dont tu parlais. On met la boîte à zéro et on fait du freelance, des petits boulots. Enfin, comment ça se passe pour vous? Alors au début, on part assez conquérant. On se dit voilà, ce qu'on a appris en école de commerce, chaque opportunité, chaque crise est une opportunité. Il va falloir, on va bien trouver un moyen un pivot. Vous cherchez un pivot. Ouais, exactement. Okay. On cherche à pivoter. Bon, on se rend compte qu'on a beau tourner le problème dans tous les sens, il n'y aura pas grand-chose à collecter. Mais on se dit profitons du fait que les traiteurs qui étaient ces derniers mois étaient quand même devenus notre cible principale. Du fait que les traiteurs n'aient absolument pas d'activité, soient un petit peu désœuvrés, pour discuter avec eux, pour essayer de comprendre leurs problématiques en profondeur. Là où en fait, il y a quelques mois, quand leur activité tournait à plein régime, c'était souvent j'ai pas le temps, on se rappelle plus tard, c'est super, mais peut-être un autre jour. Là, on s'est dit au moins ils sont là, ils sont disponibles. Un peu déprimés, on va essayer de leur remonter le moral. Mais en tout cas, voilà, on va essayer de les faire parler. Et donc on a rédigé un questionnaire. On a été accompagné d'ailleurs pour ça par des gens super. On a rédigé un questionnaire de 120 questions pour vraiment essayer qu'on a administré à nos clients, traiteurs et nos prospects, et même à des gens des traiteurs avec qui on n'avait jamais discuté, pour comprendre vraiment en profondeur quelles étaient leurs problématiques, quels étaient les freins au droit alimentaire, quelles étaient au contraire les motivations pour eux à donner, quel pouvait être le modèle économique le plus pertinent. Enfin voilà, c'était une mine d'or. On s'est retrouvé avec un trésor de guerre après ces quelques mois ou plutôt ces quelques semaines à administrer ces questionnaires. Et du coup on s'est dit dès que ça repart, on aura la recette, quoi. On a un plan, ouais. En tout cas, on a un plan. Exactement. Ouais. On a un plan. Et entre-temps, y a un truc super qui a été mis en place, qui est le fonds de solidarité. Et donc financièrement, on vivait comme ça. Mais c'était assez maigre. C'était assez. Oui, c'est pour ça que je te demande, parce que c'est pas évident. Quelque chose. Oui, nous aussi on a vécu il a fallu qu'on réfléchisse vite parce que on savait pas non plus. On est à l'arrêt, quoi. Évidemment, on est un logiciel pour les événements sur Booking Check. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne le savent pas, je ne fais pas qu'un podcast. Je suis aussi la CEO de Booking Check, donc qui permet aux lieux, hôtels, bars, restaurants de gérer toute leur activité événementielle sur un logiciel, et on décide que même ceux qui avaient un engagement, etc., on met tous les abonnements à zéro, quoi. Parce qu'on trouvait aussi que c'était pas correct, même si derrière on savait pas de quoi on allait vivre. Alors la chance qu'on avait, c'était qu'on était tout petit, donc on n'avait pas une structure de coût qui était lourde, ce qui nous a permis de pivoter nous. Mais c'était, pivoter, de patienter, mais de trouver d'autres sources de revenus en attendant. Ouais. Donc oui, ça me parle beaucoup. Ok, et donc à quel moment la machine redémarre, puisqu'on se parle aujourd'hui? Ouais. C'est que ça redémarre. Déjà que la machine a redémarré. Ouais, la machine a redémarré, mais quand même avec déjà on a perdu un associé dans la bataille, c'est-à-dire que on avait il y avait une autre personne qui est Éloi. C'est un copain qui nous avait rejoint. Ok. Alexandre, et qui n'a pas supporté l'oisiveté du Covid. Oui, je peux comprendre, hein, c'est dur. Ouais, non, ça a été extrêmement violent. Et il nous a dit, écoutez les gars, je peux plus. Il faut que il commençait vraiment à déprimer. Et donc, faut pas non plus, il peut laisser sa santé. Exactement. Et donc regret, il est parti. Donc on se retrouve à deux avec Éloi. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue ou pas? Là, on est en quelle année quand vous dites là, ça fait un moment qu'on patiente Eh ben là, on se relance dedans à 100% en septembre 2021.
Septembre 2021, on revoit un petit peu le modèle économique, on revoit notre fonctionnement opérationnel, on revoit un petit peu l'offre, on la remodule et voilà. Et surtout, je passe un coup de téléphone à un de nos clients qui s'appelle Fleur de Mai, donc à Sébastien Lubescon qui est le directeur général de Fleur de Mai, et je lui dis écoutez Sébastien, il y a une petite reprise, mais c'est pas suffisant pour nous convaincre. Je pense qu'on va arrêter là. Voilà, on est usé, on en a marre, on n'en peut plus et tout. Et il me dit écoutez Louis, surtout n'arrêtez pas. Votre truc est génial. Vous pourriez multiplier vos prix par 10, vous ne perdriez pas un client. On a besoin de vous. Et alors il prend même cette comparaison, il dit c'est qui est vraiment flatteuse, mais qui à mon avis était juste pour me rebooster. Il dit vous vous rendez compte, c'est comme si Starbucks arrêtait après avoir ouvert 3 cafés. Et sous-entendu, l'histoire est encore belle et longue pour vous. Alors je crois pas qu'on aura le même destin que Starbucks, mais en tout cas voilà, ça nous a quand même bien rasséréné, bien remotivé. Et c'est reparti. Et en fait, étonnamment ou pas, mais après tous ces mois d'inactivité, donc tous ces mois de confinement, il y a eu donc un espèce de revenge spending, quoi. Les boîtes avaient envie de faire la fête, un retour, mais très excessif, quoi. Qui nous a beaucoup servi. Enfin, une belle reprise, excessif en tout cas une très belle reprise, et surtout avec, je crois, une prise de conscience qui a eu lieu pendant le confinement. Déjà parce qu'on a vu les queues devant les associations, les files d'attente devant les associations s'agrandir au fil des mois, parce qu'il y a quand même notamment beaucoup d'étudiants et beaucoup de personnes qui ont vraiment souffert de la faim pendant ce confinement. Et ensuite parce qu'il y a eu une prise de conscience un peu écologique. C'est-à-dire que la nature a repris ses droits pendant ces mois de confinement, et donc sur l'esprit des gens, je pense que il y a eu une espèce de prise de conscience écologique à ce moment-là. D'ailleurs, ça s'était vu hyper nettement, je sais pas si tu te souviens, mais sur les élections municipales, sur les élections les législatives, les Verts avaient fait un score absolument incroyable après le confinement, parce qu'il y avait eu un espèce d'effet, je pense, un effet un peu confinement, quoi. Oui, et puis moi je me souviens pour discuter, parce que comme tu disais, c'est vrai que tout le monde avait du temps, donc nous aussi on avait pu avoir beaucoup de temps d'échange avec nos clients et prospects, et il y avait cette angoisse aussi de la part des lieux de se dire qu'est-ce qui va être de quoi les entreprises demain vont quels vont être leurs centres d'intérêt. Et on le voit, c'est devenu vraiment très central, ce sujet RSE. Ouais. Et j'ai l'impression que comme tout le monde a eu beaucoup de temps, peut-être que tous ces projets qui étaient déjà dans le pipe de plein de grandes entreprises ont pu bénéficier de temps qu'ils n'avaient pas avant, et ils ont bien mis le pied à l'étrier. Donc les lieux aussi, tous les acteurs du domaine, les agences, etc., ont senti que, j'imagine que eux aussi ont eu le temps de discuter avec leurs annonceurs et de se dire, oula, il va falloir qu'on se rencarde bien sur ça. Ouais, sur les nouvelles tendances, sur les nouveaux besoins. Et il y a beaucoup de traiteurs et d'agences qui ont profité justement de ce temps-là pour notamment se faire certifier ISO 20121. Donc, tout à fait. Donc voilà, donc super reprise, très encourageante. Bon, ça marche. Non mais alors je vais faire l'éternel insatisfait, mais ça marche bien, mais c'est pas non plus le carton absolu. En tout cas, pas suffisant pour payer 3 ou 4 salaires décents pour les fondateurs plus toujours plus travailler avec nous. Toujours là, vous êtes autofinancé à ce stade. Oui, complètement. Non, parce que ça change la donne. Alors pareil, pour ceux qui ne sont pas dans ce monde-là, voyez un peu le fait que quand vous allez ouvrir un lieu ou créer une agence
ou reprendre un hôtel, etc. Bon bah souvent dans ce secteur-là, vous allez faire un prêt à la banque. Les logiciels en ligne ou tout ce monde un peu, on va dire des entreprises tech vont plutôt se tourner vers des investisseurs. Et donc évidemment, quand on a quelques centaines de milliers d'euros ou millions d'euros à dépenser, c'est pas du tout pareil que quand on doit faire le chiffre d'affaires qui nous permet d'être rentable. C'est deux logiques complètement différentes. Donc c'est pour ça que je lui demande ça à Louis aujourd'hui, parce que bon bah évidemment il avait pas une petite tirelire dans laquelle il pouvait piocher. Tout à fait. Voilà. Ah ouais. Complètement. Et même d'ailleurs on a eu cette prise de conscience pendant le confinement de se dire précisément on veut sortir de ce modèle-là très start-up financé par des fonds. On veut s'émanciper un petit peu de cette dimension très tech parce que on voit qu'elle est finalement assez fragile, et notamment dans les moments de crise. Et on change un peu de braquet, en tout cas en termes de, nous, d'aspiration et de communication. On se vend plus comme une PME, enfin on se revendique plus comme une PME autofinancée, à 100% détenue par ses fondateurs, plutôt qu'une start-up qui lève des millions, recrute par dizaines, licencie quelques mois plus tard par dizaines, et finit à la casse quelques mois plus tard parce qu'elle se sera vue trop haute, trop grande, trop vite. Non, je suis un peu mauvaise langue, mais il y a plein de, il y a des raisons pour lesquelles la levée peut être intéressante, mais il faut savoir dans quoi on s'embarque. C'est pas forcément toujours un Eldorado. Pareil pour ceux qui connaissent pas ce milieu. Et puis, en fait, c'est surtout qu'il y a tellement une tendance de fond que la levée était une étape obligatoire de ce type d'entrepreneuriat, que c'est assez nouveau et récent que des entreprises s'autorisent le fait de s'auto-financer. Et que ça fonctionne très bien, parce que il y a des entreprises où on construit pas des fusées. Et donc finalement c'est aussi possible, et ça crée une dynamique un petit peu différente, parce que quand on, comme toi, quand on possède son entreprise, le fonds d'investissement, le créateur de l'entreprise et les clients ne sont pas toujours alignés. Voilà. Donc une entreprise qui appartient à un fonds peut prendre des directions qui sont pas très appréciées par les fondateurs et les clients, parce que leur intérêt, c'est la rentabilité. Il y a des entreprises qui ne sont pas rentables aussi vite ou aussi autant que on le souhaiterait. Il y a des temps qui sont incompressibles. Voilà, donc il peut y avoir des problèmes d'alignement. C'est pour ça qu'on parle de tout ça. Et puis il y en a peut-être aujourd'hui qui nous écoutent et à qui ça parle. Et donc c'est un vrai pari de s'autofinancer, parce que c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus concret, et puis c'est un petit peu plus dur, mais c'est beaucoup plus stable aussi. Ça veut dire qu'une entreprise qui passe cette vague et qui est rentable, est saine. Elle vit sur un vrai chiffre d'affaires. Donc, alors vraiment, c'est des sujets qui me parlent et dont je peux parler parce que on a fait ce choix aussi. Donc, je comprends vraiment. Voilà, c'est pour ça que je traduis un peu ce que tu es en train de nous dire, parce que c'est pas des sujets qu'on entend beaucoup dans les médias, ou voilà, c'est encore on est encore une petite minorité assez silencieuse d'entreprises dans ce secteur qui s'autofinance. Qui décidons de nous autofinancer, qui cherchons la rentabilité. Et, c'est ça, exactement. C'est ça. Donc tu me dis on n'est pas encore sur des niveaux de revenus qui nous permettent d'être décemment salariés et de salariés décemment. Exactement. Et donc on se dit mais pourtant le projet nous plaît quand même toujours autant, et on sent qu'il y a quelque chose à faire. On sent qu'on est un peu en avance quoi sur le marché, qu'il y a une lame de fond qui est en train d'avancer. Peut-être pas aussi vite que ce qu'on avait imaginé. Pour autant, le marché à date n'est pas encore suffisamment mature. Donc vous avez encore un rôle où vous devez évangéliser un marché qui n'en est pas encore là. Donc finalement, même s'il y a déjà des acteurs,
il faut quand même aller prêcher votre bonne parole. C'est pas un réflexe. Exactement. En fait, les acteurs qui sont déjà sur notre marché, on peut les citer. Hein, c'est des boîtes comme Phoenix, mais qui eux ont choisi le segment de la grande distribution alimentaire, comme segment cible. Et pour le coup, ce segment-là, il était quand même déjà très sollicité, relativement mature parce que assez contraint déjà par la loi. Parce qu'aujourd'hui, assez vite, ça a été interdit pour un supermarché de jeter. Ensuite, il y avait Too Good To Go, Karma, etc. Toutes ces boîtes-là, qui étaient sur le segment du retail. Mais par contre, sur la partie événementielle, à part quelques associations. Oui, c'est très local. Moi, j'ai entendu parler de choses, mais très local, vraiment. Hyper local. Voilà. Exactement, c'était des initiatives. Une ville qui sont reliées à quelques associations. Enfin, c'est vraiment des petites boîtes. Ça n'enlève rien à ce qu'ils font, hein, mais c'est. Tout à fait. C'est déjà pas au niveau national, quoi, ou même régional. Ouais, ok. Exactement. Et donc, on décide avec mon associé Éloi de laisser le projet à une directrice générale qui gère la boîte en freelance. Et lui et moi de partir bosser dans des startups différentes parce qu'on n'avait tout simplement pas les moyens de se payer correctement tous les deux et qu'on était usés en fait par les j'allais dire vous avez peut-être besoin de changer d'air. Ouais, exactement. Donc lui part chez Théodo qui est une société de conseil en tech. Et moi, je vais dans une boîte qui s'appelle StaffMe, une plateforme de mise en relation d'étudiants et de personnes en recherche de main-d'œuvre. Et donc je pars pendant 7 mois. Il se trouve que ça se passe bien, mais bon, le boulot me plaît moyennement. Et puis surtout, en parallèle, je vois quand même que l'activité de Savor reprend bien. Et je me dis, j'ai quand même envie d'y retourner. Je pense ça y est, là, le momentum est le bon. Et ça reprend sur votre segment cible, c'est-à-dire vraiment sur traiteur, restauration, événementiel. Ok, donc ça, c'est aussi un signal intéressant. Complètement. Bon, déjà parce que Morgane, la personne qui était donc en charge de Savor, a fait un super boulot, n'a pas lâché et s'est vraiment battue comme une lionne, et parce que le segment probablement ce segment de l'événementiel qui était un peu en sommeil c'est réveillé sur ces questions d'anti-gaspi. Donc on va dire que toi tu reprends vraiment à temps plein début 2023, janvier 2023 quoi. Tu commences l'année 2023 à 100% sur Savor. Exactement. Ouais, tout à fait. C'est exactement ça. Janvier 2023. Et depuis ce moment-là, ça ne fait que grandir, que se développer. Quelle résilience. Ouais. Pour le coup, c'est ce qu'on se dit avec Éloi, c'est que si jamais, même si ça marche pas, même si ça doit se casser la figure dans quelques mois ou dans quelques années, on aura quand même la satisfaction d'avoir tenu contre vents et marées. D'avoir été vraiment au bout de votre conviction, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Trop bien. Exactement. Et pour l'instant, l'histoire nous donne à peu près raison. On croise les doigts pour la suite et surtout on travaille, mais il paraît que plus on est déterminé, quand même, plus on a de chances de réussite. Enfin, c'est ce que disent des grands papes de l'entrepreneuriat américain. C'est vrai. Moi, j'ai toujours entendu mon associé dire on lâche rien. Bah ouais, bien sûr. Mais pour moi, c'était facile, tout le monde le ferait. Voilà. Mais, oui, tout à fait. C'est ce qu'on entend aussi beaucoup. Du coup, est-ce que tu nous racontes un petit peu comment vous accompagnez les établissements? Donc, si on refait le scope d'aujourd'hui, vous accompagnez donc des traiteurs, des restaurants, restauration collective. Non, on s'est vraiment focalisé uniquement sur l'événementiel, restauration collective très ponctuellement, mais vraiment 99% de notre chiffre aujourd'hui c'est de l'événementiel. Ok, donc événementiel, ça veut dire donc les traiteurs, les lieux événementiels. Ouais. Les agences. Les lieux événementiels ERP quoi, de tout ce segment, qui n'accueillent pas de public individuel. Ils sont toujours
ils accueillent des groupes ou des privatisations. Des groupes, ouais, tout à fait. Okay. Congrès, du séminaire, ouais. Il y a d'autres... Donc, du traiteur, du lieu, de l'agence, beaucoup, oui. de plus en plus. Ok. Et dans certains cas même, directement des annonceurs, des grands groupes qui nous disent moi je veux garder la main sur cette partie-là, sur la partie anti-gasp. Ok. Parce que je veux avoir accès, alors on reviendra probablement dessus plus tard, mais je veux avoir accès à toutes les données de gaspillage que vous mettez à disposition. Et donc on passe des contrats cadres avec certains grands groupes directement. Ouais. Pour toute leur partie événementielle ou même sur le siège sur toute la partie événementielle. Ouais. Ok. Interne ou externe, mais en tout cas, ouais, sur tous leurs événements. Donc, s'ils passent par des prestats, ils sont obligés de bosser avec vous. Exactement. Ok. Non, mais c'est intéressant. Très bien. Du coup, donc maintenant qu'on connaît un petit peu ton scope, comme ça, ceux qui se sentent concernés pourront te contacter. Concrètement, donc on a parlé de gaspillage alimentaire. Quelles sont vos actions ? Comment vous accompagnez ces acteurs ? Ouais, concrètement, l'ADN de Saveur, la vocation de Saveur, c'est d'aider donc les acteurs de l'événementiel à lutter contre le gaspillage alimentaire en leur permettant de faire don de leurs excédents à des associations caritatives locales, et ça de façon extrêmement simple. Donc la façon dont ça se passe, c'est que demain, un grand groupe veut organiser une soirée de fin d'année. Il réunit 2000 collaborateurs. Petite boîte. Petite boîte. Il veut. Non, je dis 2000 parce que nous, nous, on se dit qu'il est pertinent de nous faire intervenir sur des événements à partir de 200 couverts. En dessous de 200 couverts, s'il y a du gaspillage, en général, il peut être géré par le traiteur ou par les équipes du client. Donc, ouais, mais je prends volontairement un exemple assez marquant. Je t'embête. Et en fait, les entreprises organisent de plus en plus d'événements parce que elles ont besoin, justement, notamment après le Covid, de recréer de réunir avec leurs collaborateurs, mais aussi avec leurs clients. Donc il y a de plus en plus d'événements qui sont organisés, mais ces événements sont de plus en plus montrés du doigt, notamment pour leur impact carbone. Et donc ce grand groupe qui organise sa soirée de fin d'année, lui, il est content de réunir ses collaborateurs, il veut vraiment leur proposer quelque chose un bel événement. Et en revanche, il va quand même faire très attention à l'impact carbone de son événement. On sait qu'aujourd'hui, le premier facteur d'émission, c'est le mode de transport des convives, mais l'alimentaire vient assez vite sur ce bilan. Comme dans la vraie vie, en fait. Hein. Comme dans la vraie vie. Exactement. Tout comme dans la vraie vie. Ouais. Et donc, ce grand groupe va demander à son agence de travailler au maximum sur son impact carbone. Et en principe, une bonne agence est une agence qui travaille avec Saveur. Et donc, l'agence va dire, on a une super idée, on a une super solution pour vous aider à réduire votre impact carbone. C'est notamment de travailler sur le gaspillage alimentaire. Et donc, l'agence, soit en direct avec nous, soit en passant par le traiteur, va faire une demande de collecte sur notre site en disant voilà, j'ai besoin d'une collecte tel jour, à telle heure, à tel endroit. Voilà le nombre de convives qu'on attend, donc nos 2000 convives, nos 2000 collaborateurs. Voilà le nom du contact sur place, donc le nom du maître d'hôtel responsable ou du chargé d'affaires. Et nous, le soir de l'événement, on envoie un camion frigorifique qui vient récupérer les excédents directement sur le lieu de l'événement. La seule chose qu'on demande, c'est que le traiteur conditionne les produits dans des contenants alors jetables pour le coup, parce que pour l'instant on travaille que sur du jetable parce que c'est trop compliqué de faire toute une logistique pour rapporter les bacs gastro au traiteur. Voilà, donc en tout cas pour l'instant, j'imagine que voilà, c'est des projets de longue haleine de pouvoir être en réutilisable. Ouais, exactement. Okay. C'est un sacré casse-tête, mais on y travaille. On a de plus en plus de clients qui nous le demandent pour être cohérent sur toute la ligne. Quoi. J'imagine que ça c'est un peu la suite logique, mais j'imagine que oui, ça peut être un peu lourd à imaginer. Ça vous prend un peu de temps. Il faut un ingénieur. Ouais, exactement. Bon, ça tombe bien. Ça pour le coup, on en a un bon, mais il faut Éloi sur le coup. Ouais, exactement. Exactement. Okay. Donc les produits sont conditionnés par le traiteur. Notre chauffeur vient les récupérer le soir même. Il les pèse et en fonction
du nombre de repas qu'on récupère, enfin du volume de nourriture qu'on récupère, de l'heure qu'il est et de là où se trouve l'événement. Nous, on va interroger notre algorithme pour savoir quel est l'assaut du quartier qui va profiter du don. Évidemment, nous, on veut avoir un impact le plus local possible, déjà, mais surtout, on veut faire en sorte que si on récupère 100 repas, on veut être sûr qu'ils soient effectivement consommés par les bénéficiaires de l'association. Dès que possible. Dès que possible. Et dès que possible, nous, on l'a fixé à 24 heures. C'est-à-dire qu'on a fixé une DLC, date limite de consommation par défaut, à 24 heures sur tous nos produits, enfin sur tous les produits qu'on redistribue, de façon à limiter au maximum le risque sanitaire, quoi. Parce qu'on sait que poser la question aux traiteurs et même plus largement aux organisateurs d'événements depuis, de savoir pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas donné ces dernières années, depuis toujours, la plus grosse crainte, c'est moi je veux bien donner, mais si quelqu'un tombe malade, la responsabilité. Commence ma responsabilité, où est-ce qu'elle s'arrête Non, moi j'ai vécu les mêmes choses en hôtellerie, où il y a beaucoup de gaspillage sur certains formats, notamment les buffets. Les buffets sont des formats qui gaspillent énormément. Et il y avait, je me revois poser cette question à mon directeur en disant, mais il y a des gens dehors devant l'hôtel. Pourquoi on peut pas donner? Il dit, parce que on peut se mettre en porte-à-faux, quoi. Ouais. Ok, donc 24 heures, c'est pas mal. Faut être en forme. Ouais. Et dans les faits, mais dans les faits, en fait, bon déjà des gens qui ont faim, c'est pas ce qui manque, et des associations, c'est pas ce qui manque. Donc franchement, nous on demande souvent à nos associations juste combien de temps est-ce qu'ont été consommés les produits. Et c'est quelques heures à peine, quoi. C'est quelques heures. Nous, on travaille beaucoup avec des centres d'hébergement d'urgence qui ont deux avantages. Celui d'être ouvert toute la nuit. Oui, j'allais dire. Et donc, 24 heures sur 24. Et donc, de pouvoir récupérer des dons au beau milieu de la nuit, quoi. Donc ça c'est un point quand même qui est essentiel dans notre métier de l'événementiel. Et deuxième avantage, c'est qu'ils ont des besoins qui sont importants. C'est des gens des centres qui accueillent plusieurs centaines de personnes, et donc il y a des besoins en continu, ce qui nous garantit que la nourriture sera consommée rapidement. Et justement, ce maillage d'associations, c'est aussi un travail que vous faites en interne Tout à fait. Parce que pour que l'algorithme vous sorte des choses, il faut bien le nourrir, j'imagine. Ouais. Donc tout à fait. Il y a aussi tout ce travail. Il y a tout un travail de sourcing d'associations. Parce que de créer le partenariat, parce que il y a tout un aspect un peu légal, tu vois, où il faut quand même il y a des conventions de dons, etc. Et surtout, une association n'en vaut pas une autre, c'est-à-dire que même si elles font toutes des choses super en principe, toutes ne sont pas formées à la distribution alimentaire, toutes ne sont pas équipées pour maintenir des produits au froid dans des chambres froides, etc. Toutes ne sont pas formées. Donc il y a quand même il y a énormément de métriques. Ouais, il y a un tri important à faire. Tu vois, au début, on voulait vraiment, on avait à cœur d'aider des petites associations de quartier. Le problème des petites associations de quartier, c'est que elles sont ouvertes, parce qu'elles ont peu de bénévoles, et donc elles sont ouvertes sur des créneaux souvent assez étroits. Et donc donc il fallait faire rentrer une nouvelle association dans le fichier, mais cette association, elle était disponible que 2 ou 3 heures par semaine à des horaires un peu pas très pratiques pour nous. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec énormément d'associations à qui on donnait finalement assez peu. Et donc on s'est dit, on va réduire le scope d'associations avec lesquelles on travaille. On va sécuriser le partenariat avec des grosses associations qui ont des besoins importants. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on travaille avec une dizaine d'associations, en tout cas de maisons mères d'associations. Après, elles ont des antennes évidemment partout en France. Oui. Mais voilà, et on travaille beaucoup avec Aurore, avec Caritas, Secours catholique, avec la Croix-Rouge, avec le groupe SOS. J'en oublie probablement. Certainement. Saint-Vincent de Paul. Enfin voilà. Mais quand même des associations qui ont pignon sur rue, qui sont reconnues d'utilité publique, et ce qui rassure aussi beaucoup le client, l'annonceur, Oui.
Exactement, parce c'est plus parlant en fait. Tout le monde connaît la Croix-Rouge, et donc c'est rassurant de savoir que le don a été récupéré et redistribué par la Croix-Rouge. Ouais. Et alors, pour revenir sur vraiment le cœur de Saveur, donc on a parlé au tout début de l'aspect un peu tech. On voit sur votre site qu'il y a une app. C'est via cette app aussi où vous challengez votre efficacité pour la demande de collecte. C'est un peu ça. Vous utilisez la tech pour votre logistique? Ouais, la tech, on l'utilise à plusieurs endroits. Ok. D'abord sur l'espace client, c'est-à-dire que là où si demain tu veux faire un don au Resto du Cœur, il va falloir que tu prennes ton téléphone, que tu trouves le numéro de l'association des Restos du Cœur qui est pas très loin de ton événement. Il va falloir que tu les appelles, qu'ils répondent. Enfin voilà, il y a ça va être un peu long, un peu compliqué. Donc tu te connectes, tu fais ta demande de collecte en 1 minute, c'est réglé. Donc ça c'est peut-être le premier endroit sur lequel on utilise la tech. Ensuite, nous on l'utilise pour les opérations, donc pour dire ok, tel camion, tel don va aller à telle association, et on sera capable de traquer le nombre de repas qui ont été donnés, l'heure à laquelle c'est arrivé à l'association, les photos, etc. Et ensuite, on utilise également la tech, et ça c'est peut-être le levier le plus important, le plus intéressant, c'est toute la partie reporting. C'est-à-dire que une fois que tu auras fait ton don, sur ton espace client, sur le même espace sur lequel tu as créé ta collecte, tu vas pouvoir récupérer ton rapport de don. Donc c'est un document que tu télécharges en un clic qui dit voilà, l'entreprise Orange a fait don de 45 repas via son traiteur Botel et Chabot lors de son événement du 22 mars. Les produits ont été remis à l'association la Croix-Rouge du 14e arrondissement avec des photos du don. C'est l'équivalent de X repas qui ont été remis. Enfin voilà. Donc ça c'est le document qui va permettre à l'annonceur de valoriser son engagement vis-à-vis de ses collaborateurs, vis-à-vis de ses clients, en disant voilà, lors de notre dernière soirée d'entreprise, on a redistribué tant de repas. Ça c'est ce qu'on appelle le rapport de don. Et après tu as un deuxième outil qui est un dashboard qui lui te permet d'avoir une vision d'ensemble sur ta politique de don. C'est-à-dire qu'on est capable de dire à une entreprise comme Hopscotch, par exemple, avec qui on travaille, qui est une agence événementielle, sur tous les événements que vous avez organisés cette année, en moyenne, on a récupéré X repas par événement, ce qui représente tant de kilos de nourriture, ce qui équivaut à tant de repas. Voilà le gain carbone que représente votre action. Voilà, parce qu'en fait, on se rend compte que les entreprises de plus en plus, elles ont besoin, disons qu'elles sont prêtes à payer pour des solutions comme Saveur, des solutions anti-gaspi. En revanche, la contrepartie, c'est d'avoir des chiffres, c'est d'avoir de la donnée pour alimenter des rapports extra-financiers, des rapports RSE, etc. Et c'est ce que j'allais dire. Du coup, est-ce que c'est pas aussi ces datas sont pas importantes pour eux pour pouvoir se certifier? Parce que vous êtes une métrique d'un engagement RSE. Tout à fait, tout à fait. Alors, aujourd'hui, ces données-là, elles sont pas nécessaires à la certification. Aujourd'hui, il suffit juste de dire j'ai un partenariat avec Saveur ou avec une autre solution anti-gaspi pour être certifié. De plus en plus, les labels, et je pense notamment au label LEED, vient certifier un événement sur des chiffres, justement sur de la data précise. Et ça, c'est intéressant. Ok. Donc tu sais que vous avez des clients qui vous mettent dans leur certification, enfin dans leur tout à fait. D'ailleurs, tous nos clients, pardon, vas-y. Non, mais je veux dire tous nos clients. Tous nos clients communiquent sur le partenariat qu'ils ont mis en place avec nous, que ce soit les annonceurs, les agences ou les traiteurs. Quasiment tous les mois, ils font une communication en disant voilà, ce mois-ci, on a sauvé tant de repas grâce à Saveur. Et est-ce que les clients te font un retour sur l'impact business? Parce qu'évidemment, vous avez un coût. D'ailleurs, c'est en ligne, hein, donc c'est très transparent. Vous avez un prix à la collecte avec un abonnement selon les volumes de collecte que vous allez faire. Donc, on peut commander une collecte comme on peut avoir un abonnement parce qu'on sait qu'on a des besoins importants. Donc ça, je laisse tout le monde aller sur ton site internet. Je vais
donc qui est GoSaver tout attaché GOSAVR.io, et après vous naviguez, vous allez voir nos offres, c'est très simple, mais aussi tout le reste. Absolument. Mais du coup, comme ça a un coût, j'imagine qu'il y a aussi souvent de la part du client des questions sur le retour éventuel sur investissement au-delà de l'impact positif. Est-ce que c'est aussi quelque chose qu'on vous demande qu'est-ce que je peux espérer comme impact positif sur vraiment une partie plus business, quoi. Est-ce que ils vous disent oui, ça nous aide quand même à signer certains deals plus facilement parce que on est engagé, on a des actions concrètes. Ouais, tout à fait. En fait, aujourd'hui, le secteur de l'événementiel est en train de se transformer, pour essayer de réduire au maximum l'empreinte carbone de ces événements. Le critère RSE, la question RSE devient le critère numéro 1 dans le choix d'une agence. Et donc, en fait, la question aujourd'hui, elle n'est pas de savoir qui se différenciera des autres avec un engagement, avec une solution anti-gaspi. Quelle agence aura une offre plus verte entre guillemets avec une solution anti-gaspi. C'est plutôt l'agence qui n'a pas cette offre-là. En fait, de fait, elle est quasiment hors jeu parce que les critères de choix des annonceurs évoluent vers plus de responsabilité. À tout point de vue, que ce soit sur l'anti-gaspi, mais voilà, évidemment sur plein d'éléments en plus. Donc aujourd'hui, pour nos clients traiteurs et pour nos clients agences, c'est une nécessité absolue de passer un partenariat avec Saver pour rester entre guillemets dans la course, sachant que, et nous on en discute très souvent avec nos clients traiteurs et nos clients agences, les briefs des annonceurs aujourd'hui font la part belle à la responsabilité de l'événement. Ok. C'est intéressant, mais c'est bien pour ceux qui nous écoutent aussi d'entendre que aujourd'hui, pour être dans la course vis-à-vis des annonceurs, ça devient, c'est même plus une option sympa, ça devient indispensable. J'avais aussi, alors, on va bientôt devoir se quitter. J'ai vu une petite chose. J'ai l'impression que vous avez une newsletter qui s'appelle les Actus Vertes. Ouais. C'est actif? Ouais. Bien sûr que c'est actif. Ouais, plus que jamais. Super. Donc pour s'inscrire, j'ai vu que comment parce que j'imagine que vous parlez beaucoup de ce sujet-là, de la RSE, de tout ce qui touche à votre univers, et je suis sûre qu'il y a plein de lieux qui sont très contents de se rencarder un peu avec vous. Ouais. Et puis ça permet aussi de commencer à vous connaître avant de travailler avec vous. Je trouve que c'est toujours sympa de suivre une marque parfois avant de prendre une décision financière qui pour certaines boîtes peuvent être importantes, moins pour d'autres, ça dépend de la taille. Du coup, c'est sur votre site directement ou parce que moi je l'ai trouvé sur LinkedIn. Oui, alors elle est diffusée largement sur LinkedIn. Et si vous n'êtes pas sur LinkedIn, simplement sur notre site internet, vous faites une demande d'information et on vous rajoutera automatiquement à notre newsletter. Voilà. Mais si sur LinkedIn, j'ai l'impression sur LinkedIn, si vous cherchez les actus vertes de Saver, je mettrai un lien moi directement sur la newsletter LinkedIn, donc vous pourrez cliquer dessus dans la description du podcast et comme ça vous pourrez venir vous abonner, puis vous abonner à la marque aussi parce que vous faites des posts réguliers, pareil avec plein de sujets intéressants. Donc je vous invite à aller voir. Si le meilleur moyen de vous contacter. Alors vous contacter, j'ai vu que sur le site il y a une partie contact. Est-ce que on a le droit de t'envoyer un message directement aussi ou pas? On a le droit de m'envoyer un message directement. Non, au contraire. On peut m'envoyer un message directement j'ai l'impression sur que LinkedIn. Pas mal présent, oui. Donc tout à fait, sur voilà, LinkedIn, par mail, louis@gosaver.io. Super. Voilà. Il vous répondra. Merci Exactement. Louis. Pour toutes ces informations, cette histoire incroyable, c'est très inspirant.
J'espère que ça donnait envie à plein de monde de s'améliorer sur son gaspillage alimentaire, mais je suis sûre que oui, parce que les auditeurs d'Evencheck sont de super personnes. Et ben oui, c'est sûr. Et ils sont avec nous aujourd'hui, donc forcément. Et puis on a hâte de suivre l'aventure. Et moi, je suis sûre que vous allez continuer votre épopée vers le succès. Merci encore. Génial. Merci à toi Clémence de m'avoir reçu. Et puis à très vite. À très vite.